le dégel du corps électoral, finalement, est-ce qu'il peut avoir lieu ? Puisque avec un corps électoral... Ce qui est intéressant, c'est que... Puisque là, il n'y avait pas de gel de corps électoral. Tout le monde a pu voter. Justement, c'est ça qui est intéressant. Ils ont eu 10 000 voix, les indépendantistes ou les nationalistes, que les loyalistes, 10 000 voix de plus, alors que là, tout le monde pouvait participer justement à ces élections. Ce qui amène les Océaniens à dire, le Parti des Océaniens, que finalement, tout ce qui s'est passé avant était peut-être inutile. En réalité, il faut regarder de beaucoup plus près les résultats et voir que les indépendantistes sont beaucoup plus mobilisés et que dans la province sud, les reports ne se sont pas réalisés comme on l'attendait, notamment à Nouméa, où on trouve une abstention résiduelle et qui explique que finalement, Éveil océanien ou Calédonie ensemble ne sont pas forcément allés vers Nicolas Merzoff. Il faut dire aussi que Merzoff a pris la place, entre guillemets, évidemment de Dunoyer, parce que c'était sa circonscription, qu'il a préféré changer de circonscription, et ceci a pu ne pas être très apprécié par certains loyalistes. Enfin, il est évident que le discours de Merzoff est toujours un peu radical quand il dit qu'il représente les valeurs de la démocratie et l'universalisme face à une candidate de l'Azerbaïdjan et de la dictature. Vous comprenez, ce sont d'ailleurs des éléments de langage qui sont revenus assez souvent de ce camp-là. Eh bien, il faut comprendre que, en tout cas à Nouméa, une partie des ce qu'on appelle les nationalistes ne sont pas d'accord avec cette radicalisation et préfèrent ne pas durcir ou cristalliser les blocs, mais aller beaucoup plus vers justement cette idée du vivre ensemble, parce que la situation de la Calédonie est extrêmement complexe. Et c'est tout le problème, y compris de ces élections, comme pour les référendums. Eh bien, on ne peut pas résoudre la crise calédonienne avec simplement est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance, est-ce que vous êtes pour les loyalistes ou pour les indépendantistes. En réalité, si on veut inventer un destin commun qui satisfasse tous les camps, il faut aller dans beaucoup plus de complexité que cela. Mais on vous laisse y aller. Merci. Pendant tous ces débats, ces réflexions et ces grandes stratégies politiques, il ne faut pas oublier l'économie, il ne faut pas oublier les entreprises, il ne faut pas oublier l'emploi. Le message est bien passé. Un autre territoire après la Nouvelle-Calédonie qui va de crise en crise, Mayotte, où les visites ministérielles se sont succédées ces derniers mois, mais où le quotidien ne change pas. Insécurité, immigration massive, services publics détériorés, désert médical et j'en passe. Rien ne va plus dans le 101e département français. 2 projets de loi devaient permettre à l'île de sortir de la situation, mais les législatives anticipées ont tout arrêté. Siti Daroussi. Une crise en chasse une autre à Mayotte. Les allers-retours des ministres ne changent rien sur place. Face à l'insécurité, 2 opérations Wambouchou très médiatisées en avril 2023 et avril 2024 ont été menées en vain. Les agressions, les entrées illégales de Kwassa-Kwassa se multiplient. Le premier camp de migrants installé au stade de Cavani à Mamoudzou a mis le feu aux poudres. L'île a été bloquée plusieurs semaines par des barrages. On ne peut pas lever les barrages tant qu'il n'y a pas l'état d'urgence à Mayotte. On en a marre. Nous, on reste dans le dynamique pour justement intensifier les actions et pour montrer au gouvernement que nous sommes solidaires et nous allons jusqu'au bout. Sur ce département, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit 5 fois plus que dans l'Hexagone. Et le taux de chômage s'établit à 34%. Durant plusieurs mois, les habitants ont vécu une crise de l'eau sans précédent. Solution mise en œuvre par l'État, la distribution gratuite de bouteilles d'eau importées depuis l'Hexagone et la Réunion. La distribution de l'eau, ça nous a aidé énormément par rapport aux coupures qu'on avait eues. Depuis plus de 3 mois, l'île est touchée par une épidémie de choléra. Le dernier bilan fait état de plus de 200 cas et de 3 décès. Un 4e est en cours d'enquête. Le premier cas importé des Comores remonte au 18 mars dernier, selon les autorités. Elle a été acheminée vers le centre hospitalier de Mayotte, où là on a à la fois testé, confirmé que c'était un cas de choléra. Le 22 mai, les élus mahorais ont rencontré à l'Élysée le président Emmanuel Macron pour le projet de loi Mayotte. Un projet qui est censé apporter des réponses concrètes, notamment sur l'immigration.
L'abrogation du séjour territorialisé reste une priorité. Il va falloir qu'aujourd'hui, le gouvernement nous dise les choses clairement. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Soit on les régularise, on les laisse partir, soit on ne les régularise pas et puis après on les reconduit chez eux. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, quel avenir pour ce projet de loi? Les Mahorais restent suspendus aux annonces du prochain gouvernement. Oui, alors Faneva Rakoton Draasso, alors justement, quel peut être l'avenir de ce projet de loi Mayotte qui était quand même très attendu? L'avenir est très incertain, tel que ça a été indiqué dans notre reportage, puisqu'il y a quelques semaines, quelques mois, on partait d'une promesse de projet de loi, donc un projet de loi ordinaire et puis un projet de loi constitutionnel qui était supposé changer donc, le quotidien des Mahorais. Nul n'a eu connaissance de la teneur, du contenu de ces projets de loi. Donc j'entends souvent dire que ces projets de loi auraient pu changer les choses, mais dès lors qu'on ne connaissait pas le contenu, j'aimerais bien qu'on m'explique de quelle manière on peut le savoir. Les temps sont encore plus incertains, puisque initialement on a demandé aux Mahorais, notamment aux élus mahorais, d'attendre et que d'ici quelques semaines, lorsque cette promesse a été faite, que le projet de loi serait déposé et que les choses avanceraient, et que le seul point de tension porté sur le droit du sol, et notamment que des crispations sur l'aile gauche ne permettraient peut-être pas d'obtenir la majorité au Congrès pour la révision constitutionnelle. Là, c'est une remise à zéro qui a été mise en œuvre, puisque au moment où nous parlons, le Rassemblement national qui était supposé sauver les Mahorais, et notamment l'élection d'une députée estampillée Assemblée nationale et d'un futur gouvernement Assemblée nationale, allait mettre fin à l'insécurité, allait mettre en œuvre tout simplement, là aussi, la fin à l'immigration clandestine. Ce n'est plus de mise. Là aussi, il est très très difficile d'obtenir une majorité pour une loi ordinaire, donc ça sera déjà le cas dans les semaines, les mois à venir. Je n'ose imaginer comment le gouvernement, quel qu'il soit, pourra obtenir une majorité pour une loi constitutionnelle. Donc l'avenir est très incertain pour Mayotte et je pense que tout a changé pour que rien ne change malheureusement pour les Mahorais et que dans les mois à venir, rien ne changera de ce côté-là et que leur quotidien, l'insécurité, les barrages de route et les violences tout simplement persisteront sans que aucun intervenant ne puisse apporter une solution concrète, que ce soit côté parlementaire ou que ce soit côté gouvernement. Alors justement, on a effectivement cette urgence à Mayotte. On a des situations d'urgence à Mayotte, on a une situation d'urgence en Nouvelle-Calédonie également. Est-ce que finalement les Outre-mer ne sont pas les grands perdants de cette situation très incertaine ? Moi, je suis totalement d'accord avec vous, puisque là, si ce sont des actions urgentes qui sont sollicitées et qui sont nécessaires, malheureusement, ces territoires devront attendre. Parce que déjà, les éléments factuels ne permettront pas une action urgente. Et si tenter, essayons de nous projeter dans un avenir, si j'ose dire, optimiste, imaginons qu'un gouvernement puisse être formé dans les semaines, les jours à venir. Imaginons que ce gouvernement soit un gouvernement estampillé gauche. Le nouveau Front populaire, et notamment sa composante, je parle encore une fois du côté mahorais, ne fait pas encore une fois des émules, puisque côté mahorais, on estime que la gauche a peut-être et là je ne me prononce pas, a une sensibilité, une compréhension, une mansuétude un peu trop prononcée vis-à-vis des questions de sécurité, vis-à-vis des questions d'immigration. Et donc partant de là, même si le gouvernement était formé dans l'urgence, même si le gouvernement était sur pied très rapidement, je ne suis pas certain que côté mahorais, ça soit réellement une bonne nouvelle si ce gouvernement est le même, enfin en tout cas centré, ou si ce gouvernement est déporté un peu plus sur la gauche. Fred Constant, ce qui est illustré là, c'est la diversité des Outre-mer. Aux Antilles, en Guyane, les électeurs ont beaucoup voté à gauche. À La Réunion, à Mayotte, davantage sur l'extrême droite. Mais le gouvernement, il faudra bien qu'il y en ait un jour qui va arriver, va devoir prendre des mesures qui conviennent à tous les Outre-mer. Oui, alors c'est une réflexion plus générale. Depuis 3 ou 4 décennies déjà, on s'achemine vers des politiques publiques de plus en plus individualisées, territoire par territoire, ce qui fait écho également aux réflexions sur l'évolution institutionnelle, voire statutaire de ces territoires. On va en parler justement. Alors justement, je vous propose, on a eu effectivement ces crises en Nouvelle-Calédonie, on a eu effectivement ces crises à Mayotte, on a le sentiment que les Outre-mer sont presque en état de crise permanente et vont d'explosion en explosion. Alors je vous propose de regarder justement quelques images qui résument ces 15 dernières années de crise. Fierté qu'elle a développé un pays là ça. En démonstration à appartenance pour nous dire oui, nous adorons.